regarde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille. La 170e avec notre Jean, qui est revenu, il est revenu. Salut à tous. Notre Piquet-Cou à la régie. Qui est revenu aussi. Qui est revenu aussi. Et t'es pas parti ici, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Et ma pomme qui cause dans le poste pour évoquer... entre nous et vous, l'artiste dans la société, mais où est-il donc? Eh ben, il est en dehors de celle-ci, ça on le sait, et depuis un bon bout de temps déjà. L'artiste et l'engagement politique, alors là, c'est le grand absent de ce rendez-vous. L'artiste et la religion, il y a des frémissements. Les artistes croient toujours que, en s'attirant les faveurs du Très-Haut, ils pourront améliorer un peu leur plan de carrière. L'artiste et la science, bon, là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé vraiment une relation évidente entre l'artiste et la science aujourd'hui. Alors, le culot. Que par le passé, non? Culot. Ah oui, mon Jean? Des tas de fois, je t'ai dit que c'était un peu le yin et le yang. Ah, ouais, mais enfin, apparemment, c'est pas encore rentré. Ce sera donc le thème d'une prochaine émission. Je ne désespère pas. Et l'artiste et l'autorité, après cette interruption de mon camarade Jean qui se gausse de moi une fois de plus. L'artiste et l'autorité, qu'est-ce qu'on lui dit à l'autorité? Bon, le grand silence. Ils en ont pas sous le capot. On lui dit merde, enfin on lui dit gentiment merde. Voilà. Bon, écoutez, pour une émission qui sera consacrée au regarder et au voir. C'est notre Jean qui a eu cette idée. C'est pas exactement la même chose. Non. Et en particulier en matière d'art. Voilà. Il fallait encore qu'il la ramène. Franchement. Voilà, on va faire une petite pause et puis après on attaquera la mini-tube de Luminance et puis après une pause musicale et puis après l'émission va pouvoir poursuivre son petit chemin. Et moi je vous donne tout de suite le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 si vous voulez nous joindre. Pendant les pauses musicales. De préférence.
Et Attentat 2 par le groupe IAM. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 170e, avec Piqueco à la régie, notre Jean à l'instruction publique, c'est notre chef d'orchestre. Et tu es dans le poste. Superbe chanson, hein. Superbe chanson. IAM, ouais. Les amateurs de pince-fesses apprécieront, hein. Oui, ils vont apprécier aussi ce dont je vais vous parler tout de suite, du vomi, élevé au niveau de l'art, particulièrement de l'art contemporain, par une plasticienne américaine, Millie Brown, une belle, elle a carrossé quelque chose. Martinine Farina. Qui vomit tour à tour du liquide jaune, vert, bleu, violet, sur une toile posée à plat sur le sol. Alors vous voyez, il y a une performance sur YouTube, vous la voyez, et vous voyez dans le fond, il y a deux de ses amis qui vocalisent pour couvrir le bruit du vomi. Bon. Voilà, alors la toile ainsi vomie coûte $1 500. Et on peut penser, ce qui est prouvé, et même éprouvé, que les artistes amerlocs sont en matière de performance plasticienne très en avance sur nous autres, les franchouillards. Ou très en retard. Oui, non, ils sont en avance, je pense, parce que nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Il n'y a pas encore eu des artistes qui vomissaient qui ont été subventionnés, si. Ah, subventionnés, oui. Peut-être pas, non. En Amérique, ils ne sont pas subventionnés. Ouais. Mais en France, oui. Mm-hmm. Les artistes contemporains, en tout cas. Bon. Voilà. Alors, aussi une autre très belle exposition en Belgique, dans le même ordre d'idées, ou d'idées, si on peut appeler ça des idées. Un plasticien belge qui fait ses toiles avec son caca, mais ça, on a déjà vu ça avec les Italiens qui les mettaient en boîte, qui mettaient leur caca en boîte. Alors, chaque œuvre est assortie d'une notice qui mentionne ce que l'artiste avait mangé la veille, pour obtenir telle nuance, tel savant dégradé ou telle fulgurance chromatique dans son caca. Ce qui prouve aussi que les Belges sont en avance en matière de performance picturale sur les Français, malgré les soutiens dont ceux-ci bénéficient de leur ministère. Bon, genre, ça vous le suivez avec attention. Mais le record dans ce vulgaire dégueulatoire, c'est au sujet de l'artiste chinois Ai Weiwei, un grand pote à moi. Ah bah oui. Et une étude analytique de la valorisation de cet artiste formé pendant plusieurs années aux USA, si vous pouvez parler français, à l'école d'Andy Warhol, avec les courbes et diagrammes des variations de sa fabuleuse cote sur le marché international en fonction de ses provocations médiatisées et du nombre de milliers d'articles parus sur celle-ci dans les journaux du monde entier. Le pic de visibilité et donc de valorisation ayant été obtenu lorsque l'artiste a enfoncé symboliquement son majeur droit dans l'anus de Mao Tse-tung et obtenu pour cela les quelques semaines de prison qui ont fait sa notoriété planétaire. Voilà, c'est une petite chronique artistique en toc. Mais est-ce que Mao a aimé? Enfin, Mao, c'était symbolique. Hein. Mao, il avait son petit cul. Ah, c'était symbolique. Son petit cul qui s'était effacé depuis un certain temps déjà, qui était amoureusement rongé par les asticots. Explique-moi quand même, qu'est-ce que c'est que cette sensibilité soudaine à l'art contemporain? À l'art contemporain, Robert. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Non, parce que la politique, ça me gavait un peu. Je me suis dit, on va changer un petit peu pour une fois, quoi. Parce que je savais que toi et notre camarade Piqueco, vous étiez sur des choses beaucoup plus sérieuses. Bon, enfin, ça paraît pas très neuf quand même tout ça. Non, le vomi, moi, je ne sais pas. Les boîtes en question dont tu as parlé, de l'artiste italien dont je tairai le nom. Comment on commençait à fuir. Hein. Je le dis pour tous les... Pour tous les amateurs. Tous ceux qui ont investi sur la durée. Elle fuit. Dans cet artiste, voilà, les boîtes ont commencé à fuir.
Ouais, voilà, c'est bon. Bah, oui, c'est vrai que c'est pas très neuf tout ça. Mais par contre, le truc du vomi, on voit bien sur la vidéo, elle a des bouteilles, elle avale du jaune, et elle se fait vomir. Évidemment, elle se met les doigts dans la bouche et elle vomit. Ça tombe sur la toile qui est au sol. Après, elle met du rouge, pof, elle se pouf, puis ça fait un mélange, que ça fait des taches. Quoi. Dalida aussi, pareil. Mais elle n'avait pas pensé à la commercialisation. Quant à l'artiste italien, on ne saurait trop lui conseiller un partenariat étroit avec William Sorin. Eux, ils savent mettre de la merde en boîte. Ils vont être contents de chez William Sorin, là. Non. Bon, enfin, il faut qu'on encore que je déteste pas leur cassoulet. Tu sais, tu mets un peu tu mets ça dans un petit plat à gratiner avec du. Ah ouais? Ouais, du gruyère râpé dessus, et puis tu fais dans l'eau. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien mangeant. Ça se laisse manger les jours de disette. Hein. Oui, ça. Et on en a connu. Bon, moi, je vais parler des marchands d'eau. Enfin, quand je dis les marchands, le terme peut être avantageusement remplacé par profiteur. Ouais, hein. Depuis les années 80, la consommation d'eau en bouteille a littéralement explosé, mon Robert. Tu savais ça? Ah bah oui, près de 100 milliards, tu vois, de litres d'eau embouteillés sont ainsi vendus dans le monde chaque année. J'en consomme plus. C'est pas mal. Hein. Moi aussi, je consomme l'eau du robinet. Ouais, donc il paraît qu'elle est pas si catastrophique que ça, mais pas non plus Pas non plus si terrible que ça. Nestlé, qui est Nestlé, tu connais, qui est le numéro 1 mondial, hein, pas suisse, hein, mondial de l'alimentaire, hein, plus connu pour son chocolat hein, et son café soluble, on va dire, hein, le Nescafé en premier lieu, absolument, et le leader de ce marché de l'eau embouteillée hein, depuis 1992. Nestlé Waters, la division eau du groupe suisse, hein, affiche un chiffre d'affaires de près de 5,3 milliards d'euros rien que pour l'année 2011. Et rien pour la flotte? Pour l'eau embouteillée, oui. Avec une centaine de sites de production répartis dans 36 pays, hein, la filiale emploie plus de 32 000 personnes, 32 200 et quelques, je crois, hein, et possède un portefeuille de 64 marques différentes. Hein. Vitel, c'est Nestlé, hein. Contrex, c'est Nestlé, San Pellegrino, c'est Nestlé, Épar ou encore Carola, tu sais, l'eau alsacienne, là, appartiennent entre autres, Perrier aussi d'ailleurs, hein, entre autres aux champions du monde de l'eau en bouteille. Hein. Un documentaire très abouti qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur Arte, ne manquez pas pour une fois qu'il passe un truc à la télé intéressant, hein, parvient à dévoiler, donc je répète 20h50 sur Arte, hein, parvient à dévoiler une partie des coulisses de ce marché bien juteux, si j'ose dire, hein, des États-Unis au Nigeria, en passant par le Pakistan. Hein, il met en lumière des méthodes de plus en plus critiquées par les populations dans le local. Hein. Ainsi, dans le Maine, hein, aux États-Unis, Nestlé Waters verse $10 aux propriétaires d'un terrain pour 30 000 litres d'eau pompée, alors que cette même eau, une fois embouteillée et présentée comme plus saine, à tort, hein, comme plus saine que celle du robinet, est revendue plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. Bien sûr, la question s'impose d'emblée, à qui appartient l'eau ? Ça, c'est la question fondamentale hein, qui est bien posée par ce documentaire. Hein. Une interrogation à laquelle les législateurs ne répondent pas toujours, hein, autorisant par leur silence les multinationales de l'eau à profiter de vides juridiques. Hein. Au Pakistan, Nestlé Waters pompe de l'eau en grande profondeur et le niveau de la nappe phréatique a dramatiquement baissé. Hein. Mais la marque a depuis longtemps prouvé hein, qu'elle ne s'intéressait pas au développement durable des nappes souterraines, hein, des sources ou même des cours d'eau qu'elle exploite. Hein. Une seule chose l'intéresse, faut être franc, hein, l'argent. Partout où ces agents passent, hein, ils se comportent à peu près comme des chasseurs d'or, tu vois. Ils puisent toute l'eau existante et quand il n'y en a plus, ils s'en vont, tout simplement. Hein. Ce sont purement et simplement des prédateurs à la recherche des dernières gouttes d'eau non polluées dans le monde. Hein. Pourtant, Nestlé se vante de faire profiter les populations des pays où la marque est implantée. Hein. Aux États-Unis, elle finance en effet des associations ou les services municipaux. Hein. Toi, tu rigolais tout à l'heure en me disant en Suisse, peut-être, ils aident les populations locales.
Mais dans les pays du Sud, tu vois, pour ne citer que, dans lesquels l'entreprise s'est lancée en 1998 avec la création de Nestlé Pure Life, la situation est bien évidemment différente. Au Pakistan et au Nigeria, les plus pauvres n'ont parfois plus accès à l'eau et sont bien sûr les premières victimes. En 2012, selon l'ONU, près de 800 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et 2,5 milliards de personnes restent privées d'installations sanitaires. Le manque d'eau et la consommation d'eau de mauvaise qualité sont encore responsables de la mort de 3,6 millions de personnes chaque année, soit 10 000 par jour, dont plus de 3 000 enfants. Après ce documentaire indispensable, vous ne regarderez plus une bouteille d'eau tout à fait de la même façon. 3 000 enfants par jour. Voilà. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ah bah c'est bien que ce soit tout pour aujourd'hui. Moi, je vais pas être forcément plus gai. Ah bah non, c'est pour ça que j'ai été gai. Oui, c'est ça. Pas son dernier d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Moi, je vais vous parler d'un documentaire qui est passé sur Arte, qui est encore en rediffusion, je crois, jusqu'à ce soir, sur la banque Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde. Donc, Goldman Sachs, c'est un véritable empire, une pensée unique. Qui rapporte le plus d'argent tient le pouvoir. Ce n'est pas suffisant pour réussir, ils font enfoncer les autres. Voilà, une entreprise où la culture maison prime sur l'individu. 700 milliards d'euros actifs, soit 2 fois le budget de la France. 30 000 personnes qui font circuler l'argent 24 heures sur 24 sur les 5 continents. En 2001, la banque spécule en direct pendant les attentats du 11 septembre. En 2007, un jeune Français recruté à 22 ans par Goldman Sachs crée Abacus, des titres de créance adossés à des crédits hypothécaires douteux qui seront tout de même certifiés AAA. Et ce produit très lucratif va mettre à la rue 7 millions de familles et faisant perdre aux clients de Goldman Sachs 750 millions d'euros. La banque fonctionne comme un casino. En 2008, c'est la banque Lehman Brothers qui est en faillite. Et en 2009, alors que l'économie dévisse, Goldman Sachs affiche un résultat net de 13,4 milliards de dollars. Et le PDG s'offre un salaire de plus de 50 millions d'euros. Obama arrive au pouvoir. Il convoque les 13 principaux banquiers américains qui doivent s'engager à réformer la finance en échange de l'aide financière de l'État américain. Goldman Sachs réussit à se glisser au sein du gouvernement Obama et à éteindre toute velléité de réforme. Le FMI, les ministères, le Congrès, les agences fédérales, aucune institution ne lui échappe. Pour mémoire, en 2001, la Grèce intègre l'Union européenne. Les Grecs achètent, empruntent, dépensent. La dette publique dépasse 100% du PIB, alors qu'elle ne doit pas aller au-delà des 60%. Que s'est-il passé? Une piste se dessine. Manipuler les emprunts en devises étrangères pour faire baisser artificiellement les statistiques. Que savait l'Europe de ce tour de passe-passe qui a permis d'effacer 3 milliards d'euros de la dette officielle grecque? Mario Draghi, qui dirige aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Il a été aussi l'un des vice-présidents de Goldman Sachs entre 2002 et 2003, juste après le maquillage des comptes publics grecs. Donc Goldman Sachs a maintenant réussi à placer ses hommes en Europe. On a Mario Monti à la tête de l'Italie, ancien commissaire européen au marché intérieur puis à la concurrence. Peter Sutherland en Irlande, président de Goldman Sachs International, ancien commissaire européen à la concurrence. Otmar Hissing en Allemagne, ancien membre du directoire de la Bundesbank et ancien de la BCE. Lord Griffiths au Royaume-Uni, ancien conseiller de Margaret Thatcher. Charles de Croisset en France, ex-patron du CCF. Et Petros Christodoulou, ancien de Goldman Sachs, devenu responsable des marchés de la Banque nationale en Grèce. Chez Goldman Sachs, on vise 2 profils. Les anciens banquiers centraux ou responsables du Trésor et les anciens commissaires européens. Ces ouvreurs de portes permettent à la banque de pénétrer de façon légale le cœur du pouvoir, c'est-à-dire de bénéficier du carnet d'adresses et des informations détenues par ces hommes discrets mais très influents. Quel contre-pouvoir reste-t-il face à la puissance financière de Goldman Sachs quand, au service d'une caste mêlant financiers, économistes et hommes politiques, une armée de lobbyistes ont pris Bruxelles comme place forte? Oui. Et alors, quand tu dis que c'est un documentaire qui repasse jusqu'à ce soir sur Arte, l'heure, tu t'en rappelles? Non, parce qu'en fait, on peut le voir, je pense, c'est les VOD d'Arte, où on va sur Arte plus 7, et là, on peut, il y a plusieurs icônes, et on clique dessus, quoi. Il y a pas d'heure, c'est pas une rediffusion, c'est Arte VOD, là, Arte plus 7. Ah, d'accord, ok, d'accord.
Très bien. Bon, ben voilà, une soirée Arte, 20h50, c'est Nestlé. Et puis dans la foulée, on peut se faire Goldman Sachs en VOD. Voilà. J'en ai le sentiment. C'était L'argent pourrit les gens par le groupe NTM. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Avec tout de suite le sujet dans le tableau de Daniel Arras. Je laisse les dates à notre Jean, qui est un féru de dates, et aussi aux commentaires de notre Jean sur cet essai d'iconographie analytique. Oui, nous atteignons le cœur de cette émission. Oui. Hein, bon, Daniel Arras, effectivement, le sujet dans le tableau. Daniel Arras, c'est 1944-2003. Ça, c'est parce que tu me l'as demandé gentiment. Hein. Oui, bon Jean. Dans cet essai d'iconographie analytique, comme tu l'as si bien dit, Robert. Oui, bon Jean. Avec plus de
talent que je n'en aurais jamais. Oui, c'est ça. Qui réunit 7 études, il faut le préciser. Daniel Arras cherche de quelle façon, en fait, certains artistes de la Renaissance ou leurs commanditaires, dans un cas précis, ont imprimé leur marque, en fait, dans le sujet de leur création. La Renaissance, nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans cette émission, a en effet consacré la prédominance de l'individualité des artistes dans la genèse comme dans la forme de leurs œuvres. L'extrait qui va suivre et que va nous lire Miss Piquecou concerne un dessin de Parmigianino, Vulcain, Mars et Vénus. Du point de vue de Vulcain, ce dernier joue doublement un rôle d'écran. Écran à travers lequel quelque chose est vu, incomplètement et confusément, comme le sont pour nous les parties voilées des corps de Mars et Vénus, écran vers lequel se projette le désir de celui qui regarde. Cette description fait entendre comment Primatis a pu voir dans le Vulcain de Parmigianino une figure virtuelle du peintre face à sa toile. Il le pouvait d'autant mieux que Parmigianino lui-même avait d'excellentes raisons pour interpréter de la sorte la figure mythique de Vulcain. Celle-ci était, pour ainsi dire, toute prête à jouer ce rôle. L'Antiquité classique avait fait de Vulcain le dieu à l'origine des arts, modèle divin des héros que sont Prométhée et Dédale. Mais il y a plus précis. L'allure singulière que Parmigianino donne aux divins artisans tient à ce que, comme le laisse entendre Vasari, Parmigianino pratiquait la peinture sur le mode de l'inspiration. Tout en le condamnant pour ne pas avoir été un des plus grands peintres du temps à cause de sa passion pour l'alchimie, Vasari lui accorde une circonstance atténuante dont les termes pourraient servir de commentaire au dessin. Je ne nie pas que le meilleur moment pour travailler est celui où l'artiste, excité par l'inspiration, en ressent l'envie. Mais je blâme celui qui travaille peu ou ne travaille pas du tout, consacrant son temps à de vaines recherches. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec ça. Tout à fait. Même pour le laborieux Vasari, le meilleur moment est celui où vous prend l'excitation de l'inspiration. Et c'est sans doute ce meilleur moment que Parmigianino a mis en scène, pour lui-même, à travers la figure de son Vulcain, excité par le spectacle de ce qui vient de se prendre dans sa toile. Les cheveux de Vulcain emportés par le vent, son geste de la main dans la barbe, l'érection de son sexe, ces 3 détails confirment cette interprétation dans la mesure où ils trouvent leur cohésion à correspondre à 3 aspects complémentaires de la théorie maniériste de l'inspiration artistique. Telle que l'a conçue Parmigianino, la coiffure de Vulcain correspond en effet à l'iconographie de l'Occasio. Représentée nuque découverte, cheveux ramenés par le vent et sur le devant du front, signifiant là qu'il faut la saisir au bon moment, quand elle se présente et avant qu'elle ne s'échappe, l'Occasio exprime une conception du temps comme succession de moments brefs et décisifs à saisir dans l'instant. Dans le dessin, le moment propice auquel Vulcain donne figure est celui de l'inspiration créatrice. Le moment où le premier concept jaillit, telle une étincelle, allume l'amadou de l'imagination et remue les fantasmes et les imaginations idéales. Rapporté au thème narratif du dessin, ce texte suggère que Parmigianino n'a pas représenté le moment où Vulcain saisit au piège les coupables. Il a mis en scène le moment où Vulcain a le premier concept du piège à venir et entrevoit l'effet désiré. Son érection et son regard mettent indubitablement Vulcain en position de voyeur par rapport à ce qui se développe dans le voile. Ce voyeurisme s'interprète comme celui du regard intérieur de l'esprit, ce dessin que la peinture a pour mission de réaliser en l'extériorisant. Merci Piquecou. Ah oui, c'est un morceau de bravoure. Voilà. Bon. Mais en même temps, c'est vrai. Ça recèle des trésors. Enfin, quand on est soi-même, en tout cas créateur, on s'y retrouve vraiment. Voilà. Et l'occasio, donc, c'est bien du latin. Ça signifie tout simplement occasion, mais évidemment, en y incluant le fait qu'il faut savoir la saisir quand elle passe, quoi. Voilà. Oui, c'est le plus difficile. Oui. Ne me dis pas que tu n'y es jamais arrivé. Je sais pas. J'ai eu la preuve que si. Le sujet dans le tableau est publié aux éditions Flammarion, dans la collection Chant Art.
Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Ne pas oublier République. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Merci, notre Jean. Alors c'était un madrigal, un chant profane de la Renaissance italienne qui s'appelle Non mirar non mirare de Carlo Gesualdo. Pour coller un peu au sujet imposé par cette émission religieuse. Bon. Non, de toute façon, on voit très bien dans cette émission... évidemment, vous n'êtes pas dans le studio, chers auditeurs, mais la différence entre un chant profane et la liturgie, c'est que quand on passe du chant profane, Robert s'endort. Ah non, il fallait... Bon, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, mais avec des chants profanes. À Racaille, le 170e, avec Piquet-Cou, qui se charge de nous trouver ces perles profanes. et mon Jean, qui va tout de suite vous entretenir d'un sujet où vous êtes prié de vous concentrer un tout petit peu, hein. C'est pas le jeu des 1000 francs, c'est autre chose. Mon Jean. On va parler d'un chef-d'œuvre à tiroir, ça c'est une expression que j'affectionne. Oui, j'aurais pu rajouter à porte, à fenêtre, dans lequel, disons, il y a des tas de... On peut utiliser des tas de moyens de rentrer, quoi. Hein. Ouais, et la plupart du temps, volontairement semé par l'artiste. Hein. Oui, c'est la Vénus d'Urbain. Particien, un tableau qui date de 1538. Alors pour faire le lien avec Daniel Arras tout à l'heure, je rappellerai le mot fameux de Brunelleschi, tout peintre se peint.
Plutarque l'avait dit un peu en d'autres termes avant lui, avait d'ailleurs plus de subtilité, mais lui il faisait référence aux écrivains, parce qu'évidemment c'est valable aussi pour eux. Hein. Et pour les musiciens probablement. Voilà, exactement. Nous avons déjà relaté cette histoire, je dis bien nous, hein, parce qu'un racaille c'est un travail d'équipe. Oui, non, mais t'as écrit nous, t'as pas écrit je. Ah oui, t'as vu, j'ai fait fort quand même. Comme si j'anticipais un peu. Bien sûr. Nous avons déjà relaté cette histoire dans l'émission. Hein. Lacan commanda, Jacques Lacan, le psychanalyste, commanda à André Masson un tableau pour couvrir l'origine du monde, la fameuse origine du monde de Courbet, dont il avait fait l'acquisition en 1955. Et d'ailleurs, je suis très à l'aise avec ça parce que c'est toi, à ma demande, alors qu'on se connaissait pas encore, qui a trouvé je ne sais plus quel moyen pour me faire passer ce tableau de Masson que je n'avais jamais vu. Ouais. Peut-être le forum de la Maison des Artistes ou un truc comme ça. Je ne sais plus, tu te rappelles pas de ça ? C'était quand on débattait avec toute la bande de rigolos là, sur le forum de la MDA. De la MDA, ouais. Et moi, je l'avais jamais vu, en fait, le tableau de Masson. Un peu une espèce de tableau chinois, ou japonais, que j'aime bien. Bah, c'est avec le trait de Masson, quoi, avec sa graphie. Mais il a transformé, en fait, en paysage Tout à fait. Le corps de cette femme, et c'est très intéressant, quoi. Le psychanalyste, en fait, ne révélait la merveille, l'origine du monde, qu'à de rares invités, on va dire, triés sur le volet, littéralement. Eh bien, plus de 300 ans auparavant, à la mort du dernier duc d'Urbino, sans descendant mâle, je précise, 250 caisses remplies d'œuvres d'art furent acheminées à dos de mulet pour rejoindre les collections du duc de Toscane à Florence. Dans l'une d'entre elles se trouvait la Vénus d'Urbain de Titien, à laquelle les Florentins, une merveille de peinture, à laquelle les Florentins firent un accueil triomphal. Littéralement, aujourd'hui, ça paraît bizarre. Oui, c'est ça. J'imagine aujourd'hui que le peuple de Paris fasse un accueil triomphal à une peinture. Oui, mais la photographie a beaucoup dévalué la peinture, mais il faut essayer de se rappeler de ce que c'était, quoi. Du 18e au 19e siècle, rien que ça, ce fut tout simplement, tout le monde pense à la Joconde immédiatement, mais non, c'était la Vénus d'Urbain, qui fut tout simplement le tableau le plus reproduit d'Europe et donc le plus contemplé. Quand on dit d'Europe à cette époque-là, ça veut bien sûr dire le monde. Toutefois, en 1736, quand la toile quitta la Villa des Médicis à Poggio Imperiale pour prendre place dans la tribune de la galerie des Offices à Florence, un dispositif fut créé qui laisse supposer que son exposition publique était pour le moins jugée problématique. La toile fut en effet partiellement protégée, on en vient donc à l'histoire de Lacan, jusqu'en 1784, par une autre toile peinte de Carlo Sacconi représentant l'amour sacré, un flambeau dans la main droite, qui empêche d'ailleurs l'amour profane d'ôter un drapé pour découvrir la Vénus d'Urbain. N'était donc visible du profane en question que sa tête et son bras droit. En présence d'invités exceptionnels, là aussi, dans des occasions très particulières également, un mécanisme soulevant et descendant l'écran de Sacconi permettait de la dévoiler entièrement. Je précise que c'est un tableau tout à fait chaste en même temps. À première vue, pas tant que ça. Mais voilà. Si on introspecte un peu, ça devient un peu plus... Alors, introspectons. Oui. Bien. Considérons ce que cet écran cache et révèle. Quand il est abaissé, la partie du tableau alors voilée est celle de la loggia où se tiennent une servante agenouillée, le buste plongé dans un coffre d'habits et une autre servante, debout, qui porte jetée sur l'épaule une robe pour sa maîtresse. Rien donc qui offense la pudeur. Tu en conviendras. Non, j'en conviens tout à fait, mon cher Jean. Bon. Mais ce qu'il cache aussi, et surtout bien sûr, c'est cette verticale autoritaire qui tombe à l'aplomb de la main sur le sexe de la femme nue. Oui. Ce pli à l'articulation duquel la partie gauche de la représentation, le visage et le buste de la femme, pourrait être rabattu sur la partie droite, la loggia avec les deux coffres et les deux servantes. Cette ligne qui croise la ligne d'horizon, où sont alignés sur une même trajectoire transversale, l'œil droit de la femme qui nous regarde et la tête de la servante qui fouille dans le coffre. Concurrence du toucher et du voir, paradoxe d'un toucher vu, seulement vu, infiniment désirable ? Oui. Pourtant,
La main de la non moins fameuse Vénus endormie de Giorgione, dont on a déjà parlé dans cette émission, est identique à celle de la Vénus d'Urbain et ne fut point voilée par les puritains, mon Robert. Oui, Hein oui, puritain et puritain. Or, si la main n'est pas la coupable, c'est donc bien ce pli, ce pan, cette verticale que le voile devait cacher. Parce qu'en cet endroit précisément, le regard s'affole. Hein? Oh oui, mon Hein, ton regard Il n'y a s'affole. pas que le regard d'ailleurs qui s'affole, mais bon, on va rester au regard. Non parce qu'il est désigné le sexe de la femme, hein. Et là Non, je m'avance. bien sûr hein. que non. Et là je m'avance. Oui. Non parce que l'œil y est comme requis. Bon, tu viens d'ailleurs de le confirmer, mais parce que, à ta façon, mais Oui, parce que le spectateur y est sous le regard de la femme, parce qu'il est contraint par elle de cesser de chercher à ne voir que son sexe pour la regarder elle. Parce qu'ici même, à l'articulation du devant et de l'arrière, du dessus et du dessous, il n'y a rien à voir. Pas le néant, hein, Robert? Oh, non, tout simplement rien. Ça, j'aime bien cette suite-là. Ouais. Car le mot rien par lequel on signifie la négation est issu du terme latin res, qui signifiait l'exact opposé. Ce qui existe, la réalité, la chose. Mais on peut aussi explorer une autre piste. Hein. Et je suis persuadé que c'est ça la vérité. C'est du moins celle que toi tu explorerais Oui, mon Jean. en priorité. Les puritains toscans qui ont commandé la toile à Sacconi avaient une passion jalouse pour le pouvoir. J'ai encore jamais rencontré un puritain qui n'ait pas une passion jalouse pour le pouvoir. Je suis d'accord avec Bon. toi, mon Jean. D'abord, Si ces puritains toscans ont mis une toile sur la Vénus d'Urbain, hein, ce n'est pas pour cacher quelque chose de licencieux ou d'obscène, hein, c'est pour faire croire que cela s'y trouvait. Ils ont purement et simplement fabriqué une idole pour esclaves. ça c'est fou. Non. Voilà, allez, je vous mets un lien, je vous mettrai plus exactement un lien vers la Vénus d'Urbain. J'espère que je vais en trouver une reproduction, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Piquet-Cou, c'est toujours un peu le problème, hein, de trouver sur Internet des reproductions dignes de ce nom, où on voit la patte de l'artiste. Voilà, donc une reproduction, j'espère correcte, de cette Vénus d'Urbain du Titien sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Et c'est vrai que ça mérite, il faut vraiment voir l'image pour comprendre, pour mieux comprendre le texte que vient de dire Jean, hein, que vous trouverez aussi évidemment d'une manière sonore sur le blog. Donc Jean vient d'évoquer l'adresse.
c'était C'est Bella et la Mia Donna de Marcetto Cara. Et nous répétons pour les auditeurs qui seraient des boutons en écoutant cette musique, c'est un chant profane. Et quand c'est profane, c'est profond. Dixit Robert. Et tout de suite, notre camarade Piquet-Cou va se mettre en jeu, si on veut dire ça comme ça, pour un tableau peint par Degas et concernant un acte assez odieux. Enfin, là, vous expliquez tout ça. Alors moi, je vais vous parler du tableau de Degas qui s'appelle Intérieur, un tableau très peu connu, effectivement, que j'ai découvert donc pour l'émission. Donc c'est un tableau peint entre 1868 et 1869, un tableau, 2 titres, Intérieur et le viol. Le premier titre donné par Degas, quant au second, il y a plus d'incertitude. On ne sait pas si c'est un critique qui l'aurait donné sur le tard ou s'il a tout de même été voulu par Degas lui-même. Ça, c'est au dire de ses exégètes. L'hésitation entre un titre anodin, neutre, banal, et un autre expressément dramatique révèle toute l'ambiguïté de l'œuvre. C'est une scène énigmatique, une chambre de jeune fille ou une chambre d'hôtel, l'intrusion d'un homme dans un intérieur féminin. Sur la droite, un homme, sur la gauche, une femme, éloignés l'un de l'autre autant qu'il est possible. L'homme est en veste noire, adossé à la porte, interdisant toute sortie, arrogant, jambes écartées, les mains dans les poches, debout, devant son ombre le grandissant. La femme à côté, la femme est à côté, côté lumière, sur une chaise, de dos, vêtue d'une longue chemise blanche, l'épaule gauche dénudée, éplorée. Un morceau d'étoffe rouge foncé, sa robe probablement, lui recouvre les genoux, dessinant un triangle sanglant de son sexe jusqu'au sol. L'homme de condition sociale apparemment, je dis bien apparemment parce que en regardant plus le tableau, on peut peut-être imaginer que la femme est aussi quand même de condition sociale assez élevée au vu de ses vêtements. L'homme a pris possession des lieux. Son haut de forme est sur la commode au fond, sa redingote sur le montant du lit. Le drap blanc du lit n'est pas froissé. Nul trouble apparent, si ce n'est un vêtement blanc féminin, un corset probablement, à terre, entre l'homme et la femme, vestige d'une étreinte et d'une violence passée. Les barreaux du lit, les bandes du tapis, les lattes du plancher structurent la scène. Une partie visible du plafond, soulignée par une frise, les tableaux sur le mur accentuent cette sensation d'oppression. Un feu semble brûler dans la cheminée, un feu assez faible, enfin pas suffisant en tout cas pour éclairer la scène. Cette cheminée est surmontée d'un miroir, probablement aussi. Mais le reflet dans le miroir est pas... on a du mal à reconnaître en tout cas la scène de la chambre quand on regarde le miroir. Une seule source de lumière, celle diffusée par une lampe de chevet sur le guéridon central. Alors cette lampe de chevet est probablement une lampe à pétrole, donc on voit bien un pied assez épais, un abat-jour, et au-dessus il y a le tube en verre qui permet probablement, je pense, c'est au gaz quoi, de s'échapper. À la fumée, voilà, de s'échapper avec une petite flamme. Donc tout ça dans un même axe vertical. Et cette lumière éclaire une boîte à ouvrage largement béante et crûment éclairée, capitonnée par un textile rosé de laquelle s'échappe une étoffe blanche. Cette bande de lumière traverse la scène de gauche à droite à mi-hauteur du tableau. Elle commence par l'épaule de la femme. Elle traverse la boîte à ouvrage pour se terminer au niveau de l'entrejambe de l'homme, qui est la seule partie mise en lumière sur cet individu. Rien n'est montré, mais l'artiste nous conduit par ses indices de composition, de couleur, de lumière, à envisager la boîte à ouvrage comme un sexe féminin outragé, exposé, ce voile de tissu blanc comme la semence de l'homme et la bougie comme son sexe. Enfin la bougie non. La bougie non, la lampe à pétrole. En fait, voilà. Ouais. Et on peut voir même en fait, si on peut imaginer que le tableau est pratiquement en 2 parties parce qu'il y a le tableau, le miroir qui est sur la cheminée, qui fait un axe vertical, qui est prolongé donc par ce tube en verre de la lampe à pétrole, qui est terminé en fait par le pied du guéridon. Ouais, tout à fait. Donc d'un côté l'homme, de l'autre la femme. Peut-être le plus beau tableau de Degas, je sais pas ce que tu en penses, l'un des moins connus, mais peut-être le plus beau, parce que c'est l'un des plus mystérieux. Alors moi, je fais pas partie des exégètes
l'artiste, hein, mais je ne vois pas pourquoi, tu vois, alors qu'il a parsemé littéralement son tableau d'indices, hein, Degas lui aurait donné un titre aussi explicite que le viol. C'est ridicule. Oui, tout à fait. Non, mais je c'est suis ridicule. Enfin voilà, bon, on n'est pas une... Cet été, on a fait encore plus fort. Tu sais, quand je suis retourné avec un convoi de jeunes voir l'exposition Caravage, dont j'ai parlé la semaine dernière à Montpellier, avec Juliette, qui est un peu la mascotte, on va dire, de notre émission, notre historienne d'art en devenir. Et quand je dis en devenir, elle l'est déjà, bien sûr. On a carrément, Robert, débaptisé un Caravage. On n'a pas hésité. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. En fait, on s'est mis tous les deux à se tourner autour comme ça, tout en tournant autour d'un tableau et tout. Puis on s'est approché l'un de l'autre comme ça, tu sais, l'air de rien. Elle m'a dit, t'en penses quoi? Je dis la même chose que toi. Enfin, tu vois, elle est pas de lui, ouais. Bah oui, ça peut pas être du Caravage, tu vois. On est tombé d'accord. Cette toile qui est reconnue par tous les grands spécialistes comme un Caravage, sur la base évidemment de radio, d'expertise, tout ça. Et voilà. Nous, on voit pas comment. On le trouve carrément médiocre, tu vois. Ça pourrait aussi bien au niveau de la composition que du toucher de la peinture, que du physique des personnages, essentiellement d'ailleurs le physique des personnages. On voit pas comment ça pourrait être un Caravage, mais bon, voilà. C'est fou, ça. En tout cas, je vois pas comment Degas, comment et surtout pourquoi Degas aurait baptisé le viol ce tableau, alors qu'il l'a justement. Bien sûr. Il n'a pas cessé partout de semer le. Bon, enfin. Oui, non. Mais moi, j'ai été parce que je suis pas un spécialiste du décryptage des œuvres comme ça, mais de voir justement ce jeu de pistes là, et ce qui m'a frappé le plus, c'est cette lumière qui arrive, mais vraiment à l'endroit du sexe de l'homme. Tu vois, c'est là, si tu n'as pas compris, là au moins mais il faut quand même. Mais justement, pourquoi lui donner ce titre? Bien sûr, c'est ridicule, c'est parfaitement ridicule. Mais en fait, c'est un tableau. Moi, j'ai passé du temps parce qu'on ne voit pas tout de suite, en fait. Et en fait, en fonction même des reproductions, par exemple, la robe je suppose être une robe sur ses genoux, il y a des reproductions où on voit très mal, ça reste dans l'ombre. Donc, il faut vraiment chercher sur plusieurs tableaux. J'ai trouvé là pour une fois une représentation qui m'a paru assez correcte, mais avec ce que tu me dis, je vais peut-être revoir ma copie. Mais enfin bon, j'essaierai en tout cas de mettre quelque chose la meilleure reproduction possible, quoi. Là, c'est pas évident sur Internet de trouver, mais bon. L'enfer sans bruit, sans faire de cri, et rien à dire sauf à hurler. C'est un sale quart d'heure au coin d'une vie, quelques secondes de cauchemar bâclé. Ça s'est passé à toute violence, très vite, très mal, taché, torché, et sans un mot, et en silence. La haine, ça ne se dit pas, ça se fait. Ça se joue à la queue lolo, pique et pique, et sans raison. Un siphon, et sauf qui peut, 3 petits coups, puis s'en vont. Et se récurer, s'essuyer le cœur, passer par le pire de l'hygiène, se désinfecter de l'intérieur, et se rhabiller là où ça saigne. C'est tout ce qui reste d'un rire plein de sang, gratter, frotter, sécher ses bleus, des cuisses qui veulent serrer les dents, et le ventre qui peut fermer les yeux. Sa pirouette à la sauvette, pique et pique et sans raison, pique-nique et galipette, 3 petits coups et puis s'en vont. Plus qu'une sueur, panique à punir, plus qu'un silence sourd à tue-tête, peut-être hurler, surtout rien dire, juste se taire jusqu'à perpète. Et pour un flirt avec l'enfer, il reste qu'un deal avec le pire. Et pour 3 secondes de foutre en l'air, c'est plus qu'une vie de haine à jouir. Se tire d'elle à bout portant, l'estomac dans le pantalon, un siphon, le viol au vent, 3 petits coups et puis s'en vont. Plus qu'à prendre sa
rage à deux mains, sa honte dans l'autre, sa rogne en poche, torcher son amour, propre à rien, et s'interdire d'être aussi moche, et s'interdire d'être aussi crasse, c'est que de l'injustice à soi-même, et surtout se regarder en face, surtout laisser purger sa haine. Ça se joue à la queue leu, pique and pique, et sans raison, un siphon, et sauf qu'il peut, trois petits coups, et puis ils s'en vont, trois petits coupables en prison, puisque Roche les garde-fous, trois petits cons enfermeront, triple tour, et puis c'est tout. C'était Agnès Bill, Viol au vent. Je vous rappelle le numéro du studio, si vous voulez intervenir, le 01 43 71 89 40. Pendant les pauses musicales sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille, la 170e, Piquet-Cou à la régie, notre Jean, notre Jean, qui est de retour, nos hussards noirs de la République, à ma gauche, et qui est cette espèce d'harmonie dans ce studio. Pour tout de suite, vous évoquer avec vous c'est le printemps, et oui, avec le rhume que je me paye. On bourgeonne. Je bourgeonne du pif surtout. Pour rester dans la ligne du parti, évoquer avec vous Balthazar Klosowski de Rolla, dit Balthus. Alors je chausse mes yeux pour vous donner ces dates de naissance et de mort, 1908-2001. Voilà, pour parler d'une œuvre de... Oui, non, parce que je suis sous le haut patronage de notre Jean. Pour vous parler d'une œuvre qui s'appelle Alice au miroir, une œuvre un peu énigmatique. Moi, je la trouve franchement énigmatique. Et la petite nénette qui a posé pour ce vieux cochon de Balthus s'appelle Alice Belloni. Et elle est âgée donc d'à peine 25 ans. Et encore, je trouve que c'est vieux pour Balthus, 25 ans. Il préfère les filles qui sont carrément impubères. Bon. Et cette jeune fille, qui est pas très jolie d'ailleurs, je la trouve même, je dirais pas franchement laide, mais je trouve pas que ce soit un grand Balthus. Et pourtant, elle a vraiment... Elle joue bien son rôle, elle est assez, je dirais, limite, on va développer ça tout de suite. Déjà, vous la regardez, elle a un regard blanc comme s'il était aveugle, ouais, froid, oui, ça fait assez peur. Mm-hmm. Ouais, elle a un regard blanc, elle est un peu dénudée, si on peut pas dire. Franchement, c'est pire que des dénudés d'ailleurs, parce que le peu qu'elle a sur elle, ça ajoute à ce côté un petit peu érotique, pour pas dire pornographique, de la pose. Chaussée de ballerines bleues, alors pour les uns c'est bleu, pour les autres c'est noir. On est encore dans ces reproductions bidons. Qui se coiffe, la jambe gauche posée sur une chaise, mais à l'équerre, hein, c'est pas la jambe posée sur une chaise basse, sur une chaise normale. Voilà. Et alors, une mystérieuse et troublante à forte connotation sexuelle, avec comme point focal de l'œuvre. Alors, c'est une œuvre, je répète, mystérieuse et troublante. Ça, pour le cas, c'est vrai. À forte connotation sexuelle, c'est aussi vrai. Appuyé parce que le point focal de l'œuvre, c'est-à-dire le centre du tableau, c'est vraiment le sexe féminin, un peu chiffonné, vous savez, un peu comme ça, voilà, au centre exact de cette composition qui rejoint une forme de transcendance. Balthus affirmait, alors quand on met ça à côté de ce qu'il a peint, je suis un peintre religieux. En sa religion, oui, vous voyez ce que je veux dire. Qui donne l'impression de contempler à travers une glace des personnages qu'une sorte d'enchantement a pétrifié, non pas pour toujours, mais pendant un fugitif instant après lequel le mouvement reprend. Ça, je parle évidemment de cette jeune femme qui est devant ce miroir, et on regarde Balthus afficher son modèle dans un geste quotidien, éphémère, dans la contemplation de soi-même dans le miroir.
un instant suspendu qui recèle pourtant un très grand pouvoir évocatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il peindra d'autres tableaux sur le thème du miroir, le nu considéré, vous savez, dans la peinture, c'est la plus haute forme d'expression graphique, en tout cas dans la peinture classique, mais même dans la peinture moderne ou contemporaine. Et Rilke disait à propos justement de ces miroirs qui servent à toutes ces belles créatures, miroir, jamais encore l'on a dit ce qu'en essence vous êtes. En essence, E2SENCE, pas en essence NAI2SANCE. Vous avez compris. Alors l'originalité de ce tableau tient par l'absence du miroir. Justement, c'est Alice au miroir, mais il n'y a pas de représentation du miroir. Le miroir, Alice se coiffe devant une psyché que le spectateur ne voit pas puisqu'il est le miroir. C'est-à-dire que Balthus est le miroir et avec Balthus, nous sommes tous le miroir. Voilà, Alice est spectatrice et réciproquement elle se coiffe, mais il y a ses yeux aveugles, ça ajoute encore à cette espèce de... On est quand même un petit peu incrédule, un peu empêché devant... donc on insiste sur ce jeu de reflets dans lequel la jeune fille apparaît comme une image intérieure et inconsciente du rêve du spectateur. Là, on est en plein on est parti, là, on a fumé quelques pétards. Avec le dessin, on pénètre de ce qui est Alice et ne sait pas observer, et nous la regardons s'exhiber, perdue dans une image que nous ne voyons pas. Il faut que vous regardiez là encore l'œuvre pour vous faire un peu une idée de la difficulté de la décrire. Le regard commun qui porte le peintre et le poète sur l'homme, le regard intérieur. Selon Artaud, une peinture de tremblement de terre en parlant de cette œuvre. Le calme n'y est qu'apparent et c'est une peinture qui sent la peste, la tempête et les épidémies que sont le réalisme organique, la science des formes et des lumières, la création de figures sphinx, dont Alice est un exemple expressif. Les anges, comme le dit Rilke encore lui, sont terribles. La beauté aussi est terrible. Et Alice est un ange terrible. Vous savez, Rilke qui a vécu proche de Balthus puisqu'il était l'amant de sa maman. Voilà, alors pour conclure, on dira que Balthus est le peintre des jeunes filles, offertes à tous les désirs, mais dans un monde clos qui les renvoie à leur propre solitude. Et là, c'est vraiment exprimé dans cette œuvre. On peut pas penser une seconde que cette Alice est accompagnée ou est dans un monde de connivence avec des copains et des copines. Elle est vraiment seule devant ce miroir, mais je crois que c'est surtout accentué par ses yeux blancs. Je vois les adolescentes comme un symbole, dit Balthus. Je ne pourrais jamais peindre une femme. La beauté de l'adolescence est plus intéressante. Enfin, pour Balthus, on est toujours avec Balthus. L'adolescente incarne l'avenir, l'être avant qui ne se transforme en beauté parfaite. C'est curieux parce qu'on penserait le contraire en voyant les nymphètes de Balthus, que c'est là qu'ils trouvent que la femme est parfaite et qu'après elle se dégrade. Une femme a déjà trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Ça, je crois qu'aime Balthus. Elle n'a pas trouvé, elle n'est pas encore corrompue. Le corps d'une femme est déjà complet. Le mystère a disparu. Voilà, c'est la vision de Balthus du corps d'une femme. On a le droit de pas être tout à fait d'accord avec lui. Avec ce tableau, ce ne sont pas les êtres ni les choses que Balthus peint, mais les rapports d'absence et de silence qui les lient comme une dissolution tragique de la communication. L'abandon d'Alice devant le miroir exprime son éloignement du réel, l'abandon à un ailleurs qu'expriment ses yeux aveugles. Autour de cette toile énigmatique, ça on peut pas dire mieux, Alice dans le miroir se cristallise ainsi l'absence, le silence et le secret. Ce sont les mots-clés de deux œuvres en miroir, toutes deux dédiées à la douleur, au désir et à la beauté, dont on n'a pas fini de percer le mystère. C'est un peu compliqué tout ça, mais bon. Ce que je ressens en regardant cette œuvre, je ressens évidemment la grande solitude
de cette jeune femme devant son miroir, que je trouve accentuée par ses yeux blancs, par l'absence de miroir justement, et même une détresse presque. C'est pas érotique, c'est très troublant, c'est pas érotique, c'est pas pornographique, c'est très agressif surtout, et parce que et en même temps, sérieusement, c'est pas une œuvre majeure de Balthus, parce que je trouve qu'il y a des fautes anatomiques. De dessin terrible. Oui. Ah oui, terrible, oui, terrible. Oui. Par exemple, un sein magnifique, et de l'autre côté, on pense qu'elle a on l'a opéré du sein, on lui a enlevé parce qu'elle a eu une. Mais voilà. je pense que une partie, en tout cas, du mystère, tu l'as levé au début quand tu as dit qu'elle était presque laide. Oui. C'est vrai qu'elle a des yeux de nounours. Oui, c'est vrai. Tu vois. Tout à fait. Non, complètement vide. Oui. Et finalement, elle est, comme tu disais, mal dessinée. Elle a pratiquement les chevilles aussi épaisses que les genoux. Enfin bon. Et c'est justement le différentiel de l'érotisme. C'est quand même de l'érotisme qui se dégage, si tu veux. L'impression érotique est quand même assez forte. Et le contraste que ça fait avec la laideur de cette fille, je crois que le mystère, il est là principalement. C'est pas une des meilleures toiles de Balthus, c'est une des plus connues. Hein, et qui est une qui a fait le plus de scandales aussi. Parce qu'il y a eu des drôles d'histoires à propos de cette peinture. Voilà. Si maintenant, ses intentions réelles, on ne peut pas les lever. Parce que Balthus était quelqu'un de très mystérieux, qui parlait peu, qui brouillait les pistes. Enfin, on a beaucoup de mal à savoir exactement qui était ce personnage. Compte tenu de sa capacité à dessiner correctement, on peut aussi se poser des questions sur la faiblesse anatomique, comme tu l'as dit. C'est vraiment troublant là. Et même picturalement. Enfin, je veux dire, c'est pas une grande peinture. Ah non, mais on n'en a pas fini avec ce tableau.
C'était Bernard Lavilliers qui interprétait Ma dernière femme. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui va tout de suite passer à la suite logique de cette émission, c'est-à-dire se terminer avec les expositions que notre Jean a concoctées pour vous. Enfin, il n'a pas concocté les émissions, mais le rapport circonstancié de leurs existences respectives à ces deux bon, Non, mais je te laisse. Non, mais c'est bien, ça. Oui, non, mais je ne vais pas faire toute l'émission. On s'en fout complètement des expos, en fait, faut être honnête. Oui, bonjour. La première, c'est Bernard Monino, Dessin dans l'espace. Ah, encore un grand inconnu pour moi, mais enfin bon. Ah oui, c'est ça ne sera peut-être pas longtemps, c'est au musée Jean Cocteau, 2 quai de Montléon, 06 500 Menton. Ah, oui, ça, je fais référence au fait que tu as dit qu'on ne parlait pas la dernière fois suffisamment des expos. On va trouver plus loin que Menton. On a des auditeurs qui, à part ceux qui nous écoutent sur Internet, sont quand même limités à la région parisienne. Pour l'instant, attention. Pour l'instant. Cette expo, vous avez un peu de temps, elle est valable jusqu'au 3 décembre 2013. Oh, bah oui. 3 décembre 2013. Ça. Voilà, Menton. Puis pour une fois qu'il y a un truc intéressant à Menton, en dehors du carnaval et de la fête du citron, bon. C'est léger, on va dire, aérien, rigueur. Hein. Bon, un peu comme l'ange de l'extase de Saint-Thérèse. Non, allez, j'arrête avec ça. Rien en apparence ne semble plus facile que ce dessin, avec ses câbles et ses objets obstacles posés sur une étagère de verre, qui par un éclairage rasant, tu vois, produisent des ombres portées sur le mur, qui augmenteront en fonction de l'intensité de la lumière. Moi, j'aime bien ce genre de travail, tu vois, parce que ça nous ramène à l'enfance. Hein. Rien n'est plus étonnant que la sculpture qui nous accueille à l'entrée de l'exposition, anagramme conçu autour du silence, constitué de représentations de sonogrammes réalisés en cordes de piano torsadées, de cymbales, de verres, de bandes magnétiques. Ces sculptures jouent des ombres portées envahissant tout l'espace. Au moment même où le mot silence est prononcé, il se brise. Autre étonnement aussi avec la mémoire du vent activée en fonction du lieu où elle se conçoit. À Menton, les plantes du jardin de la Madone dessinèrent le vent méditerranéen. Une fine aiguille de verre collée à l'extrémité d'une herbe oscillante. Sous le vent grave en quelques secondes un dessin sur un support enduit de noir de fumée. On est loin du vomi, là, je te le dis tout de suite, de ton artiste américaine. Les dessins sculptés de Monino jouent avec le jour et la nuit. Dans ce tout nouveau musée ouvert sur la ville et sur la mer, on les aperçoit le soir éclairés, projetant leurs ombres troublantes. Voilà. Moi, je connais pas du tout Bernard Monino, mais son travail, je le trouve très intéressant. Et puis là, beaucoup plus ancien, Eugène Isabey par les ruelles et par les grèves, musée du Louvre. Jusqu'au 17-09-2012, ça nous ramène un peu, tu sais, à ces peintres que vous avez évoqués tout l'été. Eugène Isabey, 1803-1886, Robert, je vois ton œil sévère me rappeler qu'il faut surtout pas que j'oublie les dates, avait le pinceau, on va dire, très, très, très facile. L'abondance de son œuvre, la virtuosité de son coup de crayon et de son coup de pinceau, en particulier à l'aquarelle, ont assuré sa fortune. C'est un miniaturiste, Isabey. Et pas seulement. La mère a particulièrement inspiré cet artiste qui pensait dans sa jeunesse entrer dans la marine avant de devenir peintre de marine, se passionnant à transcrire la violence des vagues, les tempêtes et la rudesse des côtes déchiquetées, orchestrant même des scènes de naufrage. Il délaisse les ruines d'abbayes, se cristallisant sur les paysages qui étaient très en vogue à son époque, se cristallisant sur les paysages de bord de mer et la vie quotidienne. Il enseignera d'ailleurs à Jonkin et à Boudin, tout en s'imprégnant de leur pré-impressionnisme naissant. Quelques hymnes de ses œuvres, à la noirceur et au romantisme dramatique, font aussi penser à la touche de Victor Hugo. L'exposition se concentre sur les vues des côtes et villes anciennes de Bretagne et de Normandie conservées au département des arts graphiques du musée du Louvre. Ensemble d'aquarelles acquises directement chez l'artiste en 1864. Il y a par exemple une toile magnifique au musée du Vieux-Granville que j'adore, qui leur sert d'ailleurs pour toutes les affiches de leurs expositions, qui représente Granville à cette époque, bien avant que l'Institut de thalassothérapie ou les villas balnéaires envahissent son littoral. Voilà, mon Robert. Pour l'anecdote, j'avais trouvé dans un grenier familial 2 Isabey. Non. Si. Ah non, mais attends. Ils étaient signés Isabey au dos. Donc je les emmène chez un expert.
une cité d'artistes à Paris où il y a des mecs, c'était un restaurateur du Louvre. Le mec, pour les faire restaurer, le mec, il dit non, c'est pas du tout. Il dit, vous comprenez, c'est pas des Isabelles. Il dit, c'est au 19e siècle, quand il y avait des héritages dans les familles, etc., le notaire attribuait les choses c'était des petits trafics comme ça. Donc il signait Isabelle, machin, que ça ressemblait vaguement. Tout, voilà. J'ai pas été franchement déçu, mais j'aimais beaucoup. C'était 2 portraits de miniatures, de petites villes, toi, de une grand-mère, mais très bourgeoise, avec des dentelles, tout ça. Puis voilà, bon. Voilà. Et je précise quand même que 15 jours après les avoir expertisés, cet expert, et te les avoir achetés 2 francs 6 sous, cet expert se retirait aux Bahamas. C'est comme c'est curieux. C'est possible, c'est possible. Depuis j'ai certains doutes sur la compétence des experts. Gouès, Penmat, Is par les marins d'Iroise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, on va bientôt se quitter. Certains disent ouf, mais c'est pas très sympathique. Hein. Bon,
Enfin, nous, on dit SNIF. On dit SNIF, nous, oui. Voilà. Les œuvres de la fédération, mais avant, je crois que Piquet-Cou doit vous donner des nouvelles de la librairie Publico. Enfin, Piquet-Cou, tu fais court, hein, parce que si tu lis toute Non, je vais pas dire tout le développer. Je vais juste dire que vendredi 14 à 19h30, il y a Blues en liberté avec une soirée vidéo, un film sur le club d'Antons au Texas. Et samedi 15 à 16h30 avec Justin pour son livre Un brûlot sous l'été noir, de la tendance des pouvoirs politiques à mettre en veilleuse le mouvement associatif. Voilà. Bon, c'est donc la librairie Publico, vendredi et samedi, ça s'active, ça recommence, c'est la rentrée. Merci à Max et Laurent pour tout le boulot qu'ils font pour l'animation de ces soirées. La librairie Publico, Radio Libertaire, les 3 œuvres, Radio Libertaire, la librairie Publico et le Monde Libertaire. La radio, vous connaissez, vous savez qu'on fait une sorte de manche d'appel aux bonnes volontés de la charité publique tous les mardis. Mais c'est nécessaire parce que là, vous voyez, on a fallu changer les lecteurs de CD, là, qui étaient pétés, ça coûte la peau des fesses. Et en plus, on a des gens qui passent du temps ici pour réparer tout ça gratos. C'est des bénévoles, des militants de la FA qui s'occupent de tout ça. Heureusement qu'on les a, parce que alors là, on s'en sortirait pas. Bon, alors donc, on édite une carte d'auditeur qui coûte 20 €, que vous pouvez retirer à la librairie Publico, auprès de Laurent ou de Max, si vous y passez, et faire un petit tour aussi dans la librairie Publico pendant que vous allez pour acheter votre carte d'auditeur, mon Jean, qui me regarde avec ses grands yeux bleus. Vous pouvez aller à la librairie Publico, vous y êtes en tout cas, et là, vous pouvez voir, il y a des bouquins, il y a vraiment une très forte occupation du lieu par les bouquins, par de la presse aussi, de la presse militante, révolutionnaire, et puis tout un petit bazar de CD, de DVD, de t-shirts, de suites, de flyers, d'affiches, etc. que vous pouvez vous procurer, et aussi un dépôt de presse du Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, qui paraît toutes les semaines, qui va reparaître là au mois de septembre, parce qu'il s'était interrompu évidemment pour les vacances, puisque ce sont des gens aussi qui sont bénévoles, qui travaillent, et en plus de leur boulot, ils se payent la rédaction, la mise en page, l'illustration de ce magazine hebdomadaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin peut-être un peu de vacances comme tout le monde, enfin en tout cas pour ceux qui y vont, c'est-à-dire en gros 50% des Français et 50 restent à la maison. Voilà, 3 œuvres. La radio qui édite une carte d'auditeur à 20 €, que vous pouvez trouver à la librairie Publico, où vous pouvez trouver des mondes libertaires et vous abonner aussi au Monde Libertaire, qui paraît toutes les semaines en kiosque, mais aussi... je vous dis, pour les Parisiens en tout cas, vous pouvez trouver la librairie Publico. En province, il y a des camarades de la Fédération anarchiste qui peuvent vous en proposer aussi dans différents lieux, sur les marchés, etc. Mais bon, vous pouvez vous y abonner, c'est pas une mauvaise idée, parce que vous savez bien que la presse, elle vit surtout grâce à ses abonnements. Voilà, j'ai fait mon petit urbain. On vous dit salut. Déjà ? Mon Jean, bah oui, mon Jean, écoute... Moi, j'ai trouvé que ça allait trop vite, le Jean. Mais oui. Oui, c'est là que les auditeurs, enfin, ils vont nous lâcher la grappe. Bon, bah, salut. Salut à tous. Au revoir. Je mets Hydra, comme oui, d'hab. Bien sûr. Que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fuse tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va, donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, rien n'éteint, jamais. Hey.
tout mon respect, tête baissée à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise, facile d'avoir raison, en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, Tutti Bianchi, à tous les autres sans nom, seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retardés du G8. Honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche.